Bonsoir à tous. Ouais. Merci à vous d'être ici pour cette rencontre regard croisé sur le thème bande dessinée et vulgarisation scientifique. Donc, je vais vous présenter les intervenants. Voici Charlotte Marquina, Jim Jourdan et qui va servir d'animateur Laurent Lessou. Cette soirée a été organisée par l'association 9e art en Vienne. Et puis maintenant, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous expliquer un peu plus le déroulé de la soirée. Merci Raphaël. Alors, en tant qu'intervenant, comme on est quand même un peu moins nombreux que vous, on va enlever nos masques, parce qu'on a le droit. Et voilà. Et voilà, vous voyez tous nos visages. Et donc, la soirée va s'articuler autour de la thématique bande dessinée et vulgarisation scientifique, notamment à partir des ouvrages de Jim sur ce que vous voyez là, sur son ouvrage sur les mésaventuriers de la science. Donc, je laisserai la parole très vite à Jim et après à Charlotte, qui n'a fait aucune bande dessinée, mais qui en fera bientôt. C'est ça. Alors, Jim, peux-tu nous parler un peu de ton expérience en bande dessinée d'abord ? Oui, bonjour. Voilà, moi j'ai travaillé plutôt à la base dans le dessin animé et à un moment donné, j'avais quelques mois de break. Alors, j'ai commencé une série d'illustrations à partir d'anecdotes de scientifiques que j'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Et de séries d'illustrations, c'est devenu, voilà, comme je voyais qu'il y avait un intérêt à la fois pour le grand public et les scientifiques qui étaient mentionnés. C'est devenu un projet de livre qui est devenu ce livre, Les Mésaventuriers de la Science, donc Fieldwork Fail en anglais, et qui a été lancé en financement participatif. Donc voilà. Et avant ta formation, avant en dessin, c'était où ? C'était un peu chaotique. J'ai fait d'abord dans le multimédia, après j'ai travaillé comme web designer, après j'ai fait un peu de coloriste BD, d'illustration freelance, aussi un peu des images pour les architectes. J'ai travaillé du coup dans le dessin animé en tant qu'animateur, storyboarder, et voilà. Et tu n'as jamais voulu faire de bande dessinée avant celle-là ? Non, parce qu'en fait, pour moi, je ne savais pas assez bien dessiner. Et du coup, ça prend beaucoup de temps aussi, une bande dessinée. Donc, en fait, je me suis lancé dans une bande dessinée parce que pour moi, c'était pas une bande dessinée. Pour moi, c'était de l'illustration. En fait, une fois que j'avais fini, les gens, ils ont appelé ça une BD. En fait, j'étais pas au courant que j'avais fait une BD. Eh bien, bravo. Eh bien, adressons-nous maintenant à celle qui représente la bande dessinée parmi nous, Charlotte Marquina. Et donc, tu aimes bien la bande dessinée ? J'aime bien la bande dessinée. Non, donc moi, je suis anthropologue et donc par ailleurs, je suis enseignante-chercheuse et donc j'enseigne la langue mongole à l'INALCO à Paris et puis l'anthropologie. L'INALCO, c'est quoi ? C'est l'Institut national des langues et civilisations orientales, qu'on appelait autrefois Langso. Voilà. Et donc, moi, j'aime. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur, on produit et on diffuse du savoir. Et j'aime beaucoup aussi transmettre ce savoir à un public non spécialiste, en dehors des sphères académiques, en dehors de la sphère des étudiants. Et donc, à un moment, je pense qu'on en reparlera, mais voilà, j'ai eu envie aussi de me mettre à la bande dessinée. Est-ce que tu lis de la bande dessinée ? Oui, je lis de la bande dessinée. Et tu lis quoi, par exemple, comme bande dessinée ? Eh bien, par exemple, j'avais lu la bande dessinée, celle qui est dessous. Non, ça c'est, on en reparlera aussi. Non, par exemple, les rêveurs lunaires, j'avais lu. Il y a beaucoup de choses très différentes que j'aime dans la bande dessinée, pas forcément seulement de la vulgarisation scientifique. D'accord. Revenons à nous, Jim. Donc, tu lances les Mésaventuriers de la Science et tu vois pas du tout de scientifiques français. Non, parce que en fait, c'était un projet international qui était parti en fait du hashtag Fieldwork Fail. Donc, Fieldwork, travail de terrain, et Fail, les échecs. Et c'était une bannière qui avait été lancée par
des scientifiques, notamment des biologistes. Il y avait pas mal de biologistes sur Twitter. Et voilà, j'ai commencé à les illustrer. Et comme les Français ne communiquent pas beaucoup en anglais, il n'y avait pas beaucoup de Français qui y participaient. Donc, il y a... voilà, il y a Et tu n'as pas cherché à contacter un scientifique, quelqu'un sur le terrain, pour dire tiens, une anecdote, et hop, je la reprends sur 2 pages? En fait, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés après coup, des Français que j'ai rencontrés après la parution, mais avant, non. Donc, c'est au gré des rencontres. Est-ce que tu t'intéressais à la science auparavant? Ou à la recherche scientifique? Alors, moi, j'aime bien la vulgarisation. J'étais abonné à Sciences et Vie Junior et j'aime bien C'est pas sorcier, ce genre de choses. Après, je n'ai pas de parcours scientifique. Voilà, j'ai fait un bac ES et c'est tout. Et après, j'ai fait un parcours informatique, multimédia et artistique. Et donc, c'est toi-même qui as publié cette bande dessinée. Tu ne l'as pas proposé à un éditeur? Non, en fait, assez rapidement, en fait, j'ai commencé du coup à faire une série de dessins. J'ai fait un blog et j'ai commencé à diffuser sur les réseaux sociaux. Assez rapidement, en fait, il y a un éditeur qui m'a contacté, un éditeur anglais, qui était un gros éditeur. Hein, je crois que c'est le 3e ou le 2e éditeur anglais. Mais en fait, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. En fait, ce qui m'intéressait plus, c'était plus de faire le projet de A à Z que d'être édité. Donc, je me disais, bon, je fais pas souvent des projets BD, donc autant faire l'aventure jusqu'au bout. Et tu as créé ta maison d'édition? Voilà, j'ai créé ma maison d'édition. Pour ce livre? En fait, j'ai fait un financement participatif. J'ai lancé du coup le livre en auto-édition. Et en fait, l'auto-édition, c'est juste de l'édition. Tu peux expliquer comment c'est le financement participatif? En fait, le financement participatif, on a un projet. On a une plateforme, donc les plus connues, c'est Kickstarter, Ulule ou KissKissBankBank, voilà, il y a beaucoup d'autres. Donc le projet est présenté avec des images, des explications, etc. Et ceux qui sont intéressés par le projet peuvent financer le projet et avoir des contreparties, par exemple le livre. C'est une bonne contrepartie. Voilà, ou des choses, genre des impressions d'illustrations, des croquis originaux, après voilà, tout ce qu'on veut bien mettre comme contrepartie. Donc tu as créé ta maison d'édition et tu as publié le livre. Voilà, c'est ça. Et il a été bien reçu? Alors j'ai reçu un très bon accueil, à la fois public et critique. Voilà, il y a eu un très bon bouche à oreille. Alors, à la fois, en fait, le livre a bien marché parce qu'en fait, le financement participatif, il était à un public anglophone international. Et il est publié en anglais aussi? En fait, c'était le livre, il était en anglais à la base. J'ai pas amené la version anglaise, mais voilà. Il a été donc le financement participatif, c'était à 90% la version anglaise. Et comme le financement participatif marchait bien, il y avait des gens autour de moi qui me disaient quand même, je lis pas forcément très bien l'anglais. J'aimerais bien. Tu veux pas faire une version française? Donc j'ai mis ça en objectif additionnel. Si jamais on atteignait un certain palier de financement, on l'a atteint. Et du coup, j'ai fait version française et version espagnole aussi. Et c'est toi qui traduisais ou Alors, version française, oui. Après, il y a une correctrice qui est passée derrière pour réinterpréter un peu le style, parce que c'est sûr que quand on traduit soi-même, on a tendance à traduire peut-être mot à mot, un peu littéralement. Et pour la version espagnole, il y avait une traductrice. Et après, par la suite, j'ai fait dans d'autres langues, en allemand, en chinois, en portugais. Mais là, du coup, en collaboration avec d'autres éditeurs. D'accord. Et en France, c'est vendu à combien, juste sur la France? Alors, sur la France, c'était vendu à peu près à 5000 exemplaires et à peu près pareil pour la version anglaise. Plus les versions en Chine, ça doit être des millions d'exemplaires. J'ai pas trop. La version en Chine, en fait, ils ont pris contact assez rapidement avec moi, mais ils ont mis très très longtemps pour sortir l'album. Donc, c'est juste sorti cette année, donc j'ai pas de recul encore. Est-ce que sur ton PowerPoint, est-ce que tu as des exemples de planches sur les mésaventuriers de la science, donc les mésaventures de scientifiques sur le terrain? Voilà. Alors voilà. Donc en fait, ça fonctionne par double page. Et sur la page de gauche, c'est une anecdote
des chercheurs. Et sur la page de droite, le scientifique explique un petit peu comment il travaille, ce qu'il étudie, et puis éventuellement quelques anecdotes sur son objet de recherche. Et cette chercheuse, Agatha, tu l'as rencontrée ou c'est juste... Alors, je l'ai rencontrée, mais par hasard. C'était après la parution. Donc, c'était juste parce que je faisais un stage. C'était. En Indonésie? Non, c'était en Angleterre. Je faisais un stage à Hardman, le studio d'animation. Ah oui. Et du coup, voilà, elle était justement dans la ville du coup, où j'étais. Donc, je l'ai rencontrée. Mais en fait, souvent. Il ressemble au dessin? Oui et non. En fait, elle ressemble plus au dessin de droite, là. Vous voyez, là, ici. Là. Je sais pas si vous... en fait, au départ, j'ai fait des illustrations. C'était juste les anecdotes qui m'intéressaient. Et j'illustrais plus les anecdotes que les personnes. Et après, en fait, petit à petit, comme le projet... voilà, gagner en ampleur. Et là, je me suis dit, il y a quand même des gens, je vais essayer de faire des dessins qui leur ressemblent. Mais voilà, ça c'était dans les premiers dessins, donc elle n'est pas forcément très ressemblante. Le crocodile est ressemblant en tout cas. Oui, c'est possible. Et alors du coup, non, j'ai rencontré la plupart des gens voilà, par Internet. Et en fait, je leur ai posé des questions par mail ou par messagerie, par Twitter ou par Facebook. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai pris un exemple. Voilà, je leur posais, là c'est quelqu'un présent qui m'a répondu par mail. Donc je leur posais des questions et donc là c'est sa réponse. Donc voilà, les questions c'est voilà, un jour ordinaire de travail. Qu'est-ce que vous aimez? Donc, travailler en Antarctique, vu que c'était un chercheur voilà, qui travaillait dans le froid. Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est intéressant? Concrètement, comment c'est arrivé l'anecdote? Parce que voilà, je partais d'une anecdote de départ. Voilà, les idées reçues et quelques fun facts. Je ne sais pas comment traduire ça, des faits intéressants. Amusant. Voilà. Voilà, et du coup, ça c'est l'étape suivante, c'est-à-dire que je me mets quelques images de référence, je me fais une petite palette de couleurs, et voilà, je fais un petit brouillon à la fois du dessin de l'anecdote sur la page de gauche et de ce qu'il m'a raconté sur la page de droite. Alors évidemment, voilà, il y a un peu de travail d'assimilation, de régurgitation pour arriver de ce mail-là. Voilà. Une histoire de phoque. Voilà, c'est une histoire de phoque. Donc, alors là, c'est encore en anglais, mais la page suivante, c'est la page française définitive, et là, c'est traduit. Et donc, ouais. Et donc, quelle est la chose la plus amusante que tu as eu à traduire dans ton ouvrage? La chose la plus amusante, c'est pas l'anecdote la plus marrante, c'était surtout parce que j'étais là. En fait, par ce projet-là, il y a du coup une chercheuse qui étudiait les fourmis et qui résidait au Pérou, qui m'a invité à passer quelques mois dans une station en Amazonie. Donc, bon, j'ai pas hésité très longtemps, ça m'intéressait beaucoup. Et voilà, j'ai passé quelques mois. Et en fait, il y avait des étudiants en biologie. Et à un moment donné, il y avait un jeune homme qui étudiait les chauves-souris et qui est parti, voilà, qui partait le soir relever les filets de chauves-souris. Et à un moment donné, voilà, sur les chemins, parce qu'il y a quelques chemins tracés, il trébuche sur un tronc d'arbre, il donne quelques coups de hachette. Et en fait, c'était pas un tronc d'arbre, c'était un caïman de 5 mètres de long. Donc, on est tous allés le voir, le caïman. Parce
Évidemment, il est revenu en courant, mais en fait, c'est des scientifiques, donc... Il court pas vite. Non, c'est le contraire. Ils vont courir, mais dans l'autre sens. Juste pour voir, il y a tout le monde. Il y a du coup 25 étudiants et les encadrants qui ont couru tout ce qu'ils pouvaient pour se mettre face à ce caïman géant qui était très impressionnant, qui faisait 1 mètre de large pratiquement. C'était voilà. Souvent les caïmans qu'on voit, ils font plutôt 2 mètres ou à la limite 3 mètres. Mais là, c'était assez rare d'avoir des caïmans aussi gros. Écoute, j'en ai pas vu et je crois pas qu'il y en ait en Mongolie non plus. Et donc Charlotte, tu t'intéresses à la Mongolie et un peu à la bande dessinée. Voilà, donc moi j'aime, comme je le disais, ce qui m'intéresse, hein, c'est c'est typiquement aussi ce genre de travail de vulgarisation. En fait, donc moi j'ai découvert le travail de Jim lors du lancement du projet du financement participatif. Et ce que j'ai vu en voyant les premières illustrations, je me suis dit, ah, ça c'est vraiment super, quelqu'un qui va parler de ce dont on ne parle pas dans nos publications, ou dont on ne parle jamais en conférence, c'est-à-dire tout ce qui ne marche pas, tous les ratés, les difficultés. Et ça, c'est extrêmement important quand même, quand soi-même aussi on est chercheur, il y a tout le temps des ratés, des imprévus, des choses qui ne marchent pas comme il faut, et on en parle rarement. Et donc je me suis dit, ah, ça c'est vraiment super. Et par ailleurs, moi j'avais soutenu ma thèse assez peu de temps avant. Donc moi j'avais travaillé sur les relations entre les éleveurs nomades et leurs animaux en Mongolie, le nomadisme. Donc là il y a aussi des choses à raconter. Et tu as vécu combien de temps en Mongolie ? Alors moi j'ai jamais vécu sur des très longues périodes d'affilée, jamais plus de 3 mois, mais disons qu'entre le début de mes études et puis à ce moment-là, donc la thèse, j'avais passé, donc je travaillais aussi en Sibérie du Sud, donc j'avais passé 2 ans environ sur ce terrain-là, quoi. Donc, à vivre avec les éleveurs, sous la yourte, à travailler avec eux au quotidien, à conduire les troupeaux à cheval. Et donc tu avais beaucoup d'anecdotes. Et donc j'avais certaines anecdotes. Alors quand j'ai contacté Jim, il avait déjà, l'ouvrage était déjà... Voilà, sinon j'aurais volontiers inclus, fait une petite double page, parce que c'est vrai qu'il avait des anecdotes très sympas, mais voilà, au bout d'un moment, il faut s'arrêter, il n'y a plus de pages. Après, il y a les rééditions, ou un tome 2. Voilà, dans le tome 2, pourquoi pas, mais voilà, pour l'instant, le tome 2 n'est pas encore d'actualité. Donc, tu vas travailler avec Jim. Voilà, du coup, moi comme j'avais aussi déjà, avant de découvrir son projet, une idée j'avais cette idée de faire une bande dessinée en collaboration avec quelqu'un, parce que moi j'aime bien varier les supports de diffusion des connaissances. Donc j'avais fait des expos photos, je faisais beaucoup d'interventions auprès des scolaires, à partir de la maternelle, ce genre de choses. Et je me suis dit, j'aimerais bien travailler avec quelque chose un peu graphique. Et donc, j'ai découvert son projet, je me dis, je vais lui écrire pour lui en parler, peut-être qu'il serait intéressé de faire quelque chose. Et donc, tu as répondu ? En fait, oui, du coup, mais peut-être qu'on va en parler plus tard, parce que justement, j'ai des images peut-être avant ça. Donc, tu veux faire durer le suspense. Voilà, je fais durer le suspense. Et donc, c'était un vieux projet que tu avais de transmettre tes recherches en bande dessinée. Oui. D'accord. Donc, après, j'avais aucune expérience, j'avais jamais fait ça, personne autour de moi avait fait ça, mais j'avais vraiment envie de faire ça. De te lancer. Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes au courant de l'association Inklink ? Non. Donc, c'est l'ouvrage que j'avais tout à l'heure de Laure Garancher. Si tu veux chercher sur le site, voilà. Qui a suivi une expédition en Amazonie, justement, sans caïman, à la recherche de l'Amazonie oubliée. Et c'est une association qui travaille avec des chercheurs partout dans le monde entier. Et donc là, il y a des choses bien et des choses moins bien. Ils tombent ils font des recherches au cœur de l'Amazonie. Eh bien non, je ne connaissais pas. Il y a beaucoup de choses qui paraissent, et c'est vrai que c'est une association avec notamment Wilfried Lupano qui travaille dessus, le scénariste de bande dessinée. Et ils font beaucoup de choses en Guyane, en Amazonie, un peu partout dans le monde, au Vietnam aussi, pour transmettre notamment des choses en bande dessinée. D'accord. Et donc, Jim, comment tu as réagi aux demandes de Charlotte ? Et en fait,
Non, moi j'étais assez. Toi, tu étais à assez Angoulême et réceptif. Charlotte est à Paris. Voilà, c'est ça. En fait, on a. Non, mais on a pris un café, elle a commencé à expliquer un peu ce qu'elle voyait. En fait, c'était une embuscade parce que. Ouais, elle est dangereuse. Ouais, non, mais Ouais. parce qu'elle disait, tiens, on va juste parler BD. En fait, non, elle avait déjà un peu en tête le fait de faire une BD. Et tu t'en Mais- rendais pas compte. Voilà, je m'en rendais pas compte. Mais en fait, comme ça avait l'air très intéressant, du coup, voilà, c'était une embuscade qui n'était pas très, voilà, pas très ennuyeuse. Et donc, quel était ton projet exactement, Charlotte? Ah, moi, j'en avais pas. C'était un peu ça. Je me disais, voilà, il faudrait que je rencontre quelqu'un avec qui je puisse travailler. Et puis, non, je me disais aussi que, en fait, moi, j'avais pas d'idée préconçue à ce sujet aussi, parce que quand j'ai vu ce que Jim faisait, je me disais, oui, en fait, il y a plein de manières, y compris sur ça. Voilà, ça faisait moins bande dessinée, mais c'était quand même de la bande dessinée. Donc, je me disais, voilà, en fait, moi, j'ai aucune idée de comment on peut faire ça, mais je sais que j'ai juste envie de faire un projet un peu graphique. Et tu voulais un projet autour de quoi? Autour de la Mongolie, de tes recherches en Mongolie, Voilà. des nomades en Mongolie? Quelque chose autour de la Mongolie, parce que alors que la Mongolie a d'une manière générale quand même en France le vent en poupe, hein, la Mongolie c'est quand même, enfin depuis avant le Covid, c'est quand même 10 000 touristes français par an qui vont en Mongolie. Oui. Donc il y a souvent les gens connaissent quelqu'un autour d'eux qui a été en Mongolie ou qui a envie d'aller en Mongolie. C'est grand, que c'est plusieurs fois la France, c'est 4 fois la France. C'est 3 fois la France. 3 fois la France. Pour 3 millions d'habitants. C'est un peu vide. C'est un peu vide. C'est la plus faible densité de peuplement au monde, au niveau national. Ça donne envie d'y aller. Et donc, pourquoi je dis ça? Oui, je me dis quelque chose sur la Mongolie parce qu'on n'a pas le grand public est intéressé par la Mongolie et on n'a pas énormément de choses en bande dessinée, notamment sur la Mongolie. Si vous allez sur la base de données de la BD, donc vous avez une quinzaine de références quand même sur la Mongolie. On en a discuté tout à l'heure sur la base de données, donc le site La BD. Et donc, oui, qu'est-ce qui t'a tenté là-dedans, Jim? En fait, la Mongolie. Non, en fait, moi, tous les sujets m'intéressent à partir de. Enfin. C'était facile à dessiner, c'est tout plat. Non. Ah non, au contraire, parce que en fait, il faut dessiner des chevaux, des chameaux. Ah oui, là, c'est assez compliqué. Et alors que non, en fait, moi, dessiner des arbres et tout, moi, ça m'allait. Mais bon, il n'y a pas trop d'arbres. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Non, et en fait, moi, ça m'intéresse en fait de faire des projets différents avec des gens, voilà. Et en fait, c'est vrai que c'était de fil en aiguille, c'était intéressant. C'était une rencontre très intéressante. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que en fait, il y a beaucoup de façons d'approcher la vulgarisation BD. Là, par exemple, cette personne-là, c'était par mail. Mais du coup, avec Charlotte, c'était plus de façon orale. Et avec d'autres, du coup, c'était plus par messagerie. D'autres, qu'est-ce qui t'intéresse dans le projet de Charlotte? C'est la même chose sur les deux recherches scientifiques? Moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était un petit peu le côté un peu off, le côté un peu humain des chercheurs. Parce que du coup, c'est quelque chose en fait qui est assez abstrait pour les gens, enfin je sais pas, le grand public, les gens autour de moi qui sont pas forcément là-dedans. Et en fait, moi, je suis un peu le premier lecteur de ce que je fais, c'est-à-dire que faut que j'arrive à faire quelque chose que j'aurais aimé lire. Et à partir du moment où j'arrive à rendre la chose intéressante pour moi, j'arrive à rendre la chose intéressante pour les autres aussi. Et donc Charlotte, comment tu as vendu l'affaire à ce candide mongol? Non, j'ai pas vendu, c'était une embuscade. Non, je dis voilà, j'aimerais faire quelque chose sur la Mongolie. Est-ce que ça te dirait de lancer un projet? Je ne sais pas comment ni quand. Est-ce qu'il y avait l'aspect scientifique, sociologie Alors oui, moi l'idée c'était aussi dans la continuité de ce qu'il était en train de faire, en train de terminer, c'était aussi de parler de tout ce dont on ne parle pas d'habitude, et essayer donc de dévoiler certains aspects. De quoi on ne parle pas d'habitude, par exemple? Par exemple, en tant qu'anthropologue, vous ne trouverez jamais dans les publications des choses sur comment parfois on en a marre de son terrain.
On n'en peut plus parce qu'on en a marre de manger la même chose, marre des personnes parce que ça fait des mois qu'on est là et que parfois on a envie d'un peu d'intimité ou de rentrer chez soi. Ou aussi parce que nous, on est pénible pour les autres personnes sur place parce qu'on sait rien faire. Parce que quand on arrive, on n'a pas une formation d'éleveur, bah oui, on sait pas bien s'occuper. Parce que tu faisais du cheval avant. Oui, je faisais du cheval, mais je savais pas traire une vache. Donc voilà, on est un peu un boulet, quoi. Et parfois, les gens aussi en ont marre qu'on soit un peu un boulet. Alors, on s'améliore, hein. On apprend à faire énormément de choses. Tu as appris à traire les vaches? J'ai appris à traire les vaches. Lentement, mais lentement, mais sûrement. Donc voilà, je mets justement la planche qui est adaptée de ce qu'elle parle, c'est-à-dire de l'impression d'être un boulet. En fait, c'était un peu pour le processus créatif, voilà. En fait, au tout départ. Wow, c'est du texte là. Alors, on a vu la couverture. Voilà, en fait, c'est pas la couverture, c'était juste, fallait faire une couverture provisoire, donc voilà. On a fait un dessin, mais ça sera pas la couverture. Une belle yourte. Donc en fait, voilà, ça c'était son premier mail. Du coup, elle m'a envoyé un mail gentiment pour me faire remarquer qu'il y avait des fautes d'orthographe dans mon livre. Avant la parution, parce qu'on avait sorti une version numérique et on n'avait pas encore imprimé. Est-ce qu'il reste des fautes? Il est resté une faute. Alors, j'ai fait je ne sais pas combien de relectures. Malgré je ne sais pas combien de relectures, il restait une faute à la première édition. Maintenant, il ne reste plus. C'est la disparition, quoi. C'était un mot qui était répété. Mais alors, en fait, on donne le livre à quelqu'un, à n'importe qui. Il peut le lire, même la même page, pendant 10 minutes, il ne trouve pas la faute. C'est bizarre, mais voilà. On lancera une recherche scientifique sur le sujet plus tard. Donc voilà, elle m'a envoyé un gentil mail pour me dire qu'il y avait une faute. Assez parlé aux auteurs. Et après, du coup, voilà, elle m'a envoyé un second mail en disant, voilà, un peu ce qu'elle faisait. C'est ce que moi, j'ai pas revu ces mails depuis. Ah oui, mais moi aussi. J'ai bien l'usage du mot épatant. C'est penser mes parents. Épatant, c'est épatant. Voilà, donc elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait. Et du coup, voilà, donc... Et voilà, elle proposait de se voir pour parler un peu de tout ça. Et en fait... C'est ta réponse, ça? Ça, c'était son troisième mail. Ouais. C'était littéraire. Tu as fait des études littéraires. C'était une espèce de test. Il m'a dit développe un petit peu. Développe un petit peu. Donc elle m'a envoyé ça. Alors, je précise, les sauts de ligne, c'est moi qui les ai rajoutés. N'hésitez pas. C'est un extrait de ta thèse? Pas du tout. Mais j'ai vraiment écrit ça pour Dieu. Voilà, ça c'était la version aérée. Parce qu'elle m'a aussi envoyé sa thèse de 370 pages bien dense. En disant, ben voilà, tu peux lire ça et tu me dis ce que tu en penses. Donc, c'était bien. C'était très intéressant. Après, c'était adapter sa thèse directement en BD. Moi, c'était pas mon truc. Et du coup, en voyant son mail là, je me suis dit, non, ça va pas du tout. Je ne sais pas quoi faire avec ça. Donc, en fait, ce qu'on a fait, on a travaillé du coup directement. Voilà, en vis-à-vis pour avancer sur le projet en dégageant des jours de part et d'autre et en fait en évitant que Charlotte écrive. C'est-à-dire que quand elle écrivait, je disais ok, bon, d'accord, t'as pris des notes, mais réexplique-moi tout ça à l'oral. Et là, je prenais des notes parce qu'en fait la narration en BD, elle est très différente de la narration quand on écrit un livre universitaire. Et en fait, moi, quand on me donne un gros pavé, je ne sais pas du tout quoi en faire. Tu peux le lancer dans la mare. Donc, en fait, voilà. On a fait une liste de thèmes. Donc, le chemin de fer, ça veut dire c'est le déroulement de l'album. Voilà. Donc, à chaque petite case, c'est une double page. Et à chaque couleur, c'est un état d'avancement. Donc, voilà. Rouge, c'est quand c'est fini. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de trucs qui sont finis. C'est pour quand alors, là, on a à peu près, je sais pas, la moitié du storyboard qui est fait. Et après, il faut le temps de dessiner. Donc, c'est pour l'automne prochain Du coup, on se dit que voilà, l'album peut être fait en 2022 et qu'il peut sortir en 2023. D'accord. Pour Angoulême 2023.
je sais pas. Honnêtement, ce qui me plaît le plus avec ce projet, c'est qu'il n'y a pas de date. Parce qu'au moins, on n'est pas en retard. On avance C'est ton côté nomade de la steppe. Voilà, je suis un peu nomade aussi. Oui, parce que du coup, c'est ce qu'il dit. En fait, enfin, aussi, ce qu'il ne dit pas, c'est que donc, quand il a dit « Ok, moi je suis partant pour ce projet, mais voyons-nous pour travailler dessus », c'est qu'en fait, on travaille dessus, en gros, à un moment dans l'année, où on se prend une résidence de 1 à 2 semaines. On fait que ça. Vous êtes en résidence entre Angoulême et Paris ou Ben, à chaque fois, on a pris un ni l'un ni différent. l'autre. Donc, on a fait une résidence à Chimonigor. Pardon ? Je suis étonné, c'est à peu près ça. Hein, ouais. C'est une île imprononçable, du coup, aux Pays-Bas. Ah. Et puis après, on est allé à. Alors, moi, j'étais aux Pays-Bas cette année-là. Ouais. Après, c'était quoi Après, on est allé à à Blois l'Île-de-France, non, ouais. Non, pas à Blois. au nord-ouest de Paris. Ouais. Voilà, c'est ça. Vous avez commencé il y a combien à de temps ? Pau. On a commencé en 2018. Ouais. Donc, c'est déjà 3 ans. Voilà. En fait, chaque année, on essaye de se dégager un peu de temps pour avancer dessus, parce que sinon, c'est vrai que, en fait, ni l'un ni l'autre, on aime des projets qui restent dans les tiroirs, les jolis projets qui ont fini jamais. Donc, ça, c'était vraiment une envie de part et d'autre de, voilà, on se lance là-dedans, mais on le fait. Oui, on le finit. Mais en fait, voilà. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'endormir non plus. Donc, il faut avancer dessus chaque année. Et donc, concrètement, tu travailles dessus combien de temps dans l'année ? Ben là, pour l'instant, comme j'avais pas de temps et elle non plus, ben, on se dégageait du temps juste ces jours-là. Et comme ça, on oublie. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a toujours des choses qui arrivent. Et tous les jours, j'ai un mail à répondre, quelqu'un à voir, tout ça, des projets en cours. Donc, en fait, là, c'est un petit peu comme des vacances, sauf qu'on travaille. Mais c'est quand même plaisant, donc c'est un peu des vacances. Et on avance sur le projet. On prend un thème et je lui pose des questions. Donc là, par exemple, c'est voilà, je ne sais pas si vous arrivez à lire d'ici là. C'est sur le feutre. Donc ça, c'est juste de bon, si vous arrivez à lire, c'est pas très grave. Hein, c'est juste la prise de notes orale. Donc c'est toi qui prends note là. Voilà, là c'est moi qui prends note. Il y a des fois où c'est elle qui écrivait des choses, mais dans ces cas-là, j'ai toujours refait parce que en fait, moi, j'arrive pas si c'est pas un langage oral. Donc voilà, donc en fait c'est un peu comme ça vient, voilà, prise de notes. Et en fait après, à partir de ça, et puis moi il y a un moment aussi où je reprends les notes. Oui, voilà, je lui fais relire les notes. Elle me dit voilà les choses qui. Voilà. Où il faut ajouter quelque chose parce qu'en fait finalement là on ne voilà. comprend pas ou alors on modifie quelque chose. Et après, je prends tous mes petits bouts de texte et je les monte en page. Et avec quelques petits dessins autour. Et là aussi, je le montre à Charlotte, et puis elle me dit oui. Voilà, en fait, voilà, c'est à la fois intéressant pour elle que pour moi. Par exemple, là, c'était une page qui était assez dense. Donc, il y avait 2 petits encarts, un sur le Cachemire et un sur Gengis Khan, et bah, du coup, qui était quand même un peu difficile à caser. Donc, on les a supprimés. Tant pis pour Gengis Khan et tant pis pour le Cachemire. Je ne vais pas lui dire parce qu'il n'était pas cool. Donc voilà, ça c'est la version un peu plus avancée du storyboard, du découpage après les retours. Et après, après c'est du dessin. Donc là, je commence généralement par choisir un peu les couleurs. Est-ce que tu fais tout à l'ordinateur tout de suite, numérique, ou tu passes par une phase dessinée au crayon ? En fait, la seule phase dessinée, là, elle apparaît pas. C'est avant de là-dessus. Je fais des dessins, mais c'est genre des dessins. Des crobards. Non, même pas. C'est format timbre-poste. Trouver un peu des idées. Et tu passes ça pas directement sur une tablette graphique ? Et après, ouais, je passe directement sur tablette graphique. Et puis là, en fait, à chaque fois, je rajoute voilà, un nouveau calque. Et voilà. Donc là, par exemple, Charlotte m'a dit « Ah ouais, non, mais en fait, le feutre, c'est pas marron, c'est plutôt gris, blanc, ça. » Donc voilà, j'ai changé de couleur. Et ça, c'est la version finalisée. C'est une des rares planches finalisées, parce qu'en fait, j'étais pas pressé de finaliser les planches, parce qu'en fait, finalement, ce qui compte, c'est plutôt d'avoir le max de planches un peu avancées au storyboard comme ça, parce qu'après, je sais que je peux me débrouiller. Il n'y a plus besoin de faire des résidences et tout, je peux avancer tranquillement. Donc voilà, ça, on a juste deux doubles pages qui ont été faites.
Donc voilà, ça c'est la prise de notes aussi pour les « Je suis un boulet ». Mais là, par exemple, du coup, qui est sur tout le côté un peu relou d'être anthropologue de terrain. Mais ça, par exemple, cette planche-là, elle n'est pas plus dans une étape plus avancée que ça. Donc on a quoi, une vingtaine de doubles pages comme ça qui ont été faites comme ça. C'est un album de combien de pages? Et c'est un album qu'on prévoit en 128 pages. Donc c'est pour ça que ça dure un peu longtemps. C'est que voilà, il y a beaucoup de choses à dire. En fait, au départ, Vous voulez pas faire en 2 tomes pour faire plus vite? Enfin, je sais pas. ben, on pourrait. C'est une hypothèse. On verra. C'est ça. En fait, au départ, on ne savait pas trop par où prendre Le yak. Ouais, le yak. Et c'est vrai que, alors moi aussi, j'avais pas relu ces emails depuis longtemps. Et en fait, au début, c'est vrai que les prises de notes du tout départ, on était vraiment perdus. Alors, comment on fait la narration? Qu'est-ce qu'on prend comme thème? Est-ce que c'est un truc de fiction? Est-ce que c'est de la documentaire? Est-ce qu'il y a qui parle? Est-ce qu'il y a un personnage, une mascotte? Est-ce que c'est un yak qui parle? Est-ce que c'est une famille mongole qui parle? Est-ce que c'est Charlotte qui parle? Alors finalement, qui parle? Alors au final, on s'est dit, le plus simple, c'est de faire tout. On va faire tous les thèmes. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup de pages. C'est qu'on s'est dit, on va tout aborder. Donc on a fait une grande liste de thèmes. Voilà. Qu'on retrouve dans le storyboard. Et en fait, on s'est dit, on va aborder tous les thèmes et on va faire une double page par thème. Certains thèmes, on fait 2 doubles pages parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et en fait, finalement, on a structuré un peu le livre comme dans les Mes Aventuriers. Ce que j'avais fait un peu sur les pages de droite. Où c'était un peu le même principe, c'est-à-dire les scientifiques ils expliquaient un petit peu ce qu'ils faisaient, comment ça se passait. Donc c'était la même chose, sauf que c'était sur 2 pages. Alors Charlotte, est-ce que tu es contente du résultat provisoire? Ah oui, moi je me souviens très bien de ma première réaction, aussi, de ma première impression, de dire waouh, c'est super impressionnant de voir quelque chose, enfin un matériau qu'on connaît très bien, sur lequel on a travaillé pendant longtemps, et tout d'un coup prendre une forme à laquelle on s'attend pas du tout au début, quoi. Donc sur le dessin. Hein. Sur le dessin, ouais, c'est très agréable. Est-ce que tu as d'autres camarades qui ont fait des thèses, qui sont passés aussi avec l'envie de la passer en bande dessinée? Non, pas que je sache. Donc ils trouvent que le principe est chouette, mais qui eux n'ont pas forcément envie de passer voilà, parce que c'est quand même pas mal d'investissement. Et puis aussi, en fait, dans notre domaine, c'est pas vraiment non plus reconnu, c'est-à-dire que on va dire oui, c'est sympa de faire des bandes dessinées, mais les articles en revue à comité de lecture, les colloques internationaux, tout ça, c'est comme ça qu'on progresse dans la hiérarchie universitaire. Donc voilà, et je trouve que c'est d'ailleurs fort dommage que voilà, pour moi c'est aussi important de communiquer à l'extérieur de la sphère, vers le grand public, bien sûr. Et quel passage tu avais envie de faire passer en premier, mis à part le premier contact avec la famille mongole ou les tribus? Effectivement, la question de l'arrivée sur le terrain, c'est une question importante. Parce comment tu te présentes d'ailleurs quand tu arrives? Comment tu te fais accepter pendant 3 mois? Après, ça dépend, c'est très variable. Chacun a sa propre histoire, et c'est d'ailleurs une des questions qu'on pose souvent. Hein. Comment tu as fait la première fois? Est-ce que tu parlais la langue? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on aborde, c'est qu'au début, on parle mal. Parce que si on a un peu de chance, on a pu apprendre la langue un petit peu au Langso avant de partir, mais il y a des langues qui ne sont pas enseignées en France, c'est impossible, donc on se débrouille en apprenant sur place. Et même quand on apprend un petit peu avant de partir, au début on parle mal, on ne comprend rien, on se moque de nous. Voilà, tu as fait des réflexions sur ton orthographe là-bas? donc oui, donc il y a ça, ce premier contact. En Mongolie, c'est relativement facile. Le premier contact, on est quand même dans une culture fondamentalement hospitalière, où la moindre des choses, c'est d'offrir à manger, à boire à n'importe quelle personne qui entre dans la yourte, parce qu'on ne frappe même pas avant d'entrer dans la yourte. Et puis donc
on peut passer la nuit si on a un souci, on ne peut pas repartir chez soi. Donc, il y a plein de familles ou plein de gens que j'ai rencontrés, même juste dans le bus, une fois, qui m'ont dit « Mais où est-ce que tu vas rester? Si tu veux, viens chez moi. » Donc ça, c'est très, très facile en Mongolie. Pas beaucoup de difficultés à cet égard. Et non, après, ce que je voulais partager aussi, c'était tout simplement le quotidien. Aussi, en fait, beaucoup de connaissances que j'ai produites dans le cadre de ma thèse sur la Mongolie, mais les retranscrire dans une langue plus accessible, avec des moyens plus accessibles. Plus grand public. Oui. Ouais, plus grand public, ouais. C'est vrai qu'on lit rarement une thèse sur la Mongolie le soir. Voilà. Mais après, l'idée, c'est aussi de faire un livre où même les spécialistes de la Mongolie vont apprendre des choses en laissant plein de petits détails aussi. Quel genre de détails, par exemple, pour un spécialiste de la Mongolie? Il y en a dans la salle. Eh bien... non, là, c'est le phoque. C'est le phoque. Ah ouais, attends. Je remets là, tu as les thèmes. Ou même dans la page du feutre, par exemple, je pense qu'il y a plein de personnes qui travaillent en Mongolie qui ne savent pas qu'on peut faire du feutre avec de la laine de yak. Qui pensent que c'est simplement le mouton. Donc, voilà, donc c'est des petits détails. Comme quoi on en apprend tous les jours. Ou la technique de fabrication du feutre, par exemple. Parce que tout le monde sait ce qu'est le feutre en Mongolie, mais peut-être que les chercheurs n'ont jamais observé la fabrication du feutre. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui te reste comme anecdote à retranscrire qui t'intéresse le plus sur la Mongolie et les Mongols? Non, enfin moi, il y a tout qui m'intéresse. Hein. La musique. Alors, la musique, ça m'intéresse, mais on n'en a pas trop parlé. Si, il y a l'histoire de la vielle cheval, j'aime bien. C'est du coup c'est une vielle qui a une tête de cheval. Alors la vielle, c'est un instrument de musique. Je ne sais pas si vous voyez un peu à cordes. Et ce qui était intéressant, c'est que cet instrument de musique, il a un conte qui est lié. Mais je ne sais pas, Charlotte, si tu veux dire. Qui explique en fait l'origine de cet instrument. Donc c'était l'histoire d'un homme qui avait un cheval ailé qui lui permettait de rejoindre sa chair et tendre. Et puis il se trouve qu'à un moment, par jalousie, le cheval est tué. Et les ailes sont coupées. Et donc le cheval meurt. Et en mémoire de son cheval, donc il utilise la tête, les crins, la peau du cheval pour fabriquer un instrument qui est la vielle à tête de cheval. Et qui aujourd'hui est omniprésente dans la musique mongole. Et quand on entend la musique mongole, on entend beaucoup l'imitation du galop du cheval, du hennissement, etc. On aura peut-être une démonstration à la fin. Et pendant ce temps-là, Jim, tu as fait un ouvrage sur les scientifiques en confinement. Ouais, alors, oui, alors, oui, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus. Vas-y. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes, du coup, des scientifiques, du coup, qui me contactent en disant tiens, on va créer des choses. En fait, moi, mon travail, quand je discute avec des scientifiques, je crée pas, je vire, je supprime, je découpe, je coupe, je simplifie. En fait, c'est vrai que c'est surtout ça qu'on fait. Parce que du coup, j'ai parlé de la thèse en 370 pages de Charlotte. C'est une thèse courte. Oui, c'est une thèse courte. Oui, alors, il y a une bande dessinée qui a été faite par une thésarde qui s'appelle Carnet de thèse, où elle raconte les plusieurs années qu'elle a passées sur sa thèse et tout ce qui s'en est suivi, séparation, dépression et tout. Ça s'appelle Carnet de thèse au Seuil. Vas-y. Et en fait, c'est souvent très très compliqué de retranscrire, un peu de garder l'essentiel. Et en fait, on crée en coupant, en supprimant. Donc là, c'est par exemple une autre... J'ai juste une question. Tu scannes tous tes messages comme ça, mail, SMS? Non, là, j'ai préparé quelques images tu me fais peur. Pour l'occasion. Non, en fait, là, du coup, c'était par rapport à, du coup, aux mésaventuriers. Donc là, le précédent, c'était par mail. Là, c'était par messagerie.
Et du coup, voilà, il y avait plein d'infos sur les volcans. Bon, au final, là-dedans, dans tout ça, voilà, j'ai gardé 3 trucs ici, un truc là, un truc là, et c'est tout. Et j'aurais pu avoir du matériel pour faire 2 doubles pages, je ne fais qu'une, qui est là, du coup. Voilà. Les chaussures qui fondent. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu un crève-cœur parce qu'il y a des choses intéressantes. Mais en fait, en communication, si on essaye de faire passer une idée, ça fonctionne. 2 idées, c'est compliqué. Et 10 idées, il n'y avait plus rien qui reste. Donc en fait, et pourquoi faut laisser de la place à l'image. Pourquoi cette dame elle marche sur la coulée de lave? C'est la question que je me suis posée quand j'ai lu. J'ai dit, mais pourquoi marcher Oui, sur... pourquoi? C'était peut-être expliqué dans les choses coupées que j'ai pas pu mettre. En fait, elle faisait des prélèvements. En plus, elle m'a je les ai pas mis ici là, mais elle m'a envoyé des photos et tout. C'était très intéressant. Elle faisait des prélèvements de lave parce que voilà, elle est volcanologue. Et en fait, bon, comme tous les endroits où il marche, c'est un peu chaud. Il marche pas directement sur la lave, mais c'est du sol un peu chaud, quoi. Donc il y a des chaussures des fois qui résistent pas au trajet. Et donc, tu parlais de ton ouvrage d'après sur le confinement. Oui. Donc en fait là c'était une maison des sciences un petit peu comme ici, où je devais faire une conférence dessinée. C'était où, pardon? C'était à Annecy. Et en fait, ça a pas pu se faire avec le Covid. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire un petit projet. Ça va être faire une petite série, du coup, qu'on va poster tous les jours sur les réseaux sociaux, à propos de scientifiques qui seraient chez eux en confinement. Donc, on a fait ça pendant toute la durée du premier confinement, à raison d'une illustration par jour. Et en fait, à la fin, on a fait un petit livre, parce que pourquoi pas. C'est une bonne raison. Donc en fait, on a passé en revue des... Alors là, je travaillais avec Louis Badet, qui est communicateur à la Turbine Science, donc le nom du centre. Et alors du coup, on a fait un peu des listes de métiers où on essaie de chercher des idées. Donc là... Sociologue balcon. Oui, alors en fait, là je montre les notes comme je les ai. Hein. Donc c'est-à-dire que c'est des notes pour moi, c'était pas pour que vous compreniez. Hein. Donc là, en fait, c'était la seule partie écrite qu'on a. C'était un projet qui était très simple, donc on est resté très oral. Donc là, on a juste une liste de métiers où on mettait les idées. Voilà. En fait, on délirait un peu sur chaque métier. Et puis après, je faisais des brouillons, voilà, comme par exemple là. Et du coup, voilà, ça c'est la version finie. Alors des fois, voilà, je faisais beaucoup de brouillons et en fait, on retenait pas tout. Il y a peut-être un brouillon sur 2 qui a été retenu. Là, par exemple, c'est le brouillon d'historien, que je trouvais assez drôle, mais en fait, il trouvait que c'était pas un peu trop glauque de parler d'une épidémie et de morts et d'odeur des cadavres, alors qu'il y avait une épidémie de coronavirus. C'est vrai que si on a le bruit et l'odeur, c'est quand même pas terrible. Voilà. Donc, au final, j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir, mais quand même en rapport avec le Covid, pour le coup. C'est une des rares planches qui est directement en rapport avec le Covid, parce qu'au final, sinon, on exploitait plus les thèmes des sciences que directement les maladies, quoi. L'épidémie, la pandémie, oui. Voilà. Et donc ça, c'est un autre ouvrage publié chez toi, dans voilà, ta maison d'édition. C'était en fait pour montrer différentes approches des vulgarisations. Donc là, on a vu par exemple qu'on pouvait travailler à partir de matières orales avec Charlotte, par mail, par Messenger.
Donc là, c'était Cédric Villain qui a lui-même fait tout son travail de recherche. Il fait quoi comme métier, Cédric Villain? Il est prof de graphisme et d'animation à Lille. Et il a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Horror Romanum Est et qui parle des pires malheurs de l'histoire, des pires épisodes de l'histoire humaine, mais avec de la jolie musique et des petits bonhommes bâtons. C'est important. Voilà, donc il y a... Tu peux te présenter une planche pour voir Voilà, donc là c'est... Alors, le siège de La Rochelle, c'est pas loin c'est le d'ici. siège de La Rochelle. Alors, il y a tout un travail qui a été fait d'adaptation, parce que du coup, l'original, c'est 50 épisodes animés, qui se sont transformés en 300 pages de livres que je ne sais pas comment appeler, si c'est pas tout à fait de la BD, c'est pas non plus de... Voilà. Mais voilà, c'est très graphique. Et c'est des épisodes qui durent 6 pages et qu'à chaque fois, ils parlent d'un épisode de l'histoire. Alors ça peut être aussi bien les Mayas, des conquistadors, de l'usine de Bhopal en Inde, l'accident industriel. C'est quelqu'un qui est joyeux. Oui, ça devait être assez déprimant à faire. Et je pense que non, ouais, Et ta maison d'édition s'appelle comment déjà? Elle s'appelle Maki Sapa, pardon. Et pourquoi Maki Sapa, en fait, pourquoi Maki Sapa? Oui, pourquoi Maki Sapa? Eh bien, parce que c'est le nom d'un espèce de singe en Amazonie. Et rappelez-vous, il y a 10 minutes, je parlais Ton expérience en de mon Amazonie. expérience à Cochacachou, cette fabuleuse station, et qui était entourée de singes. Donc, comme c'est là que j'ai fini cette BD-là, et que j'ai un peu démarré ma maison d'édition, c'était en hommage à ça. Écoute, j'aurais pas deviné. Bien non. Il y a beaucoup de gens qui croient que ça a un rapport avec Madagascar, les maquis. Non, c'est des singes qui sont assez différents. Ceux-là, ils sont tout noirs. Voilà, c'est des singes acrobates. Et en fait, comme je discutais avec... j'ai discuté un petit peu avec Fabien Groslo, qui est un autre éditeur, qui n'a aucun rapport avec ma maison d'édition. Je ne sais plus d'où il est. Mais voilà, en fait, c'était pour montrer qu'il y avait beaucoup d'approches en fait, différentes pour adapter un thème en BD. Par exemple, voilà, Cédric, il se documente, il fait tout seul. Tu n'as pas fait les dessins, là, c'est lui qui a tout fait. Non, là, c'est lui qui a tout fait. Il a fait tout, la maquette, le dessin, la documentation, les thèmes. Voilà, il a absolument tout fait. Ce qui était simple pour moi en tant qu'éditeur, parce que je disais, OK, tout est parfait. Est-ce qu'il y avait des fautes d'orthographe? Il y avait des fautes d'orthographe. Mais par contre... Je t'envoie Charlotte, sinon, elle les repère tout de suite. Ah non, là, elle ne les repérera plus, parce que moi, je peux être aussi tatillon quand je m'y mets. Dans sa thèse, il n'y avait aucune faute. Non, en lisant sa thèse, j'ai trouvé une faute d'orthographe. Il y en a dans le livre aussi. Ce sera le sujet d'une prochaine conférence sur les fautes d'orthographe dans les livres. Voilà, donc en fait, il m'a montré un petit peu comment il travaillait lui, parce que, alors lui, il est scénariste, et il travaille avec un dessinateur qui s'appelle Jérémy Royer. Donc là, c'est un livre qui est sur Darwin. Sur le voyage de Darwin, sur le bateau. Alors pour l'anecdote, je l'ai rencontré, on était tous les deux nominés pour un prix scientifique. Et du coup, voilà, j'étais finaliste, mais c'est lui qui a été... qui a gagné, et tu gagné. Tu n'es pas rancunier. Je ne suis pas rancunier parce que son livre, il est super, donc c'était mérité. Et alors, voilà, ça c'est son découpage, donc il dessine n'importe comment. Là, c'est juste des dessins qu'il a pris de carnets d'époque. Voilà, c'était pour montrer que, en fait, il y avait beaucoup de façons de faire du découpage. Alors, Fabien Groslo, c'est quelqu'un qui dessine très bien, pourtant. Mais pour le coup, c'est une façon aussi de laisser plus de place au dessinateur.
Il fait un dessin qui est vraiment très très évoqué à partir des Très photographies. schématique et laisse le Et- dessinateur Et c'est le dessinateur s'approprier s'approprier les choses. Mais son découpage est quand même assez précis. Donc là, par exemple, voilà, c'est une des pages. Il dessine très bien les boutons de chemise. Voilà, là c'est une des pages. Alors le dessinateur, il a même pas repris son bouton de chemise. Il a changé avec le cadrage sur la main et effectivement, c'était une bonne idée. Mais après, pour le reste, vous voyez que c'est voilà, le dessin est resté très fidèle au découpage. Et voilà, donc cette partie-là, c'est Fabien qui l'a faite. Et cette partie-là, donc là, le crayonné et le dessin final, c'est Jérémy, le dessinateur. Et là, c'est pareil, voilà, découpage de Fabien et le dessin de Jérémy. Et alors, pour l'anecdote, son dessin, il était tellement gribouillis que le dessinateur, il a mal compris. Il a compris que c'était un singe alors que c'était censé être Darwin. Ah. Mais en fait, au final, c'était intéressant parce que ça fait une meilleure narration parce que du coup, comme ça, il y a le trajet du singe qui descend de l'arbre, voilà, et Darwin qui apparaît, alors qu'avant, ça aurait été juste Darwin qui marche dans la forêt. Ouais, alors là, ça renvoie à l'évolution des espèces. Exactement. Voilà. Et je voulais aussi montrer un autre album qui est pas directement de la vulgarisation. C'est un album jeunesse, un récit de fiction, mais où j'ai invité Anne Hilborn, qui était déjà présente dans Les Mésaventuriers, la page sur les guépards, de parler de la relation homme-animal, parce que voilà, c'est une histoire jeunesse, mais ça parlait d'animaux qui s'invitent dans une petite ville. Sur le caca de guépard. Si je me souviens Oui, bien. tout à fait, Ouais. tout à fait. Elle parlait de caca de guépard. Et là, du coup, donc, elle m'a envoyé un mail pour répondre aux questions que je lui posais sur la relation entre les hommes et les animaux dans les espaces urbains, les animaux sauvages, je précise. Et en fait, ça a donné ça c'est un découpage que j'ai fait et qui après n'a pas été réalisé par moi-même, mais par la dessinatrice du livre qui s'appelle Julie Gore. Ça s'appelle comment, pardon? Julie Gore. Voilà, donc là aussi, elle est restée quand même assez proche du découpage, mais dans son propre style. Et du coup, voilà, ça s'inscrivait à la fin du livre, un peu comme un bonus de fin. Voilà, il y avait 4 pages à la fin du livre. Pour revenir sur l'histoire des animaux, il y a un ouvrage qui vient de sortir il y a 15 jours sur l'incroyable histoire des animaux, sur les relations entre l'homme et l'animal. Et c'est fait par une spécialiste qui s'appelle Karine Lou-Matignon, donc sur les rapports entre hommes et animaux depuis l'origine de l'homme. Tu la connaissais, Charles? Oui, je connais l'auteur parce qu'ils avaient sorti il y a quelques années un superbe livre sur les animaux, gros livre. Oui, alors là, c'est pas une thèse, mais ça fait quand même 150 pages et c'est très bien fait. C'est sorti il y a 8 jours. Hop. Tu peux continuer, pardon. Oui, je voulais montrer un autre projet. Là, ça n'a rien à voir non plus. C'est un projet qui était sur le tournage de Wes Anderson, parce qu'il est venu à Angoulême tourner son dernier film, The French Dispatch, qui sort du coup à la fin du mois. Donc il était venu il y a 2 ans. Et en fait, on a, avec des auteurs d'Angoulême, on a fait un petit livre où on faisait une partie chacun pour témoigner un peu du tournage. Et en fait, je voulais montrer un des témoignages parce que c'est exactement finalement la même démarche que la vulgarisation scientifique. On est parti d'un témoignage de figurant. Donc au départ, voilà, c'était une conversation dans un bar qu'on a enregistré. Donc là, c'est la retranscription, un extrait en tout cas de la conversation. Et après, qui a été adapté. Alors, c'est le découpage. Et là, c'est pour vous montrer. C'est assez rare parce que souvent, je finis par retomber sur mes pattes, mais c'est pour vous montrer le tout début, quand j'ai parce que je pense que c'est intéressant dans le process,
avant d'avoir une planche qui ressemble à quelque chose de compréhensible. Voilà, j'ai ça, je copie-colle des petits bouts, j'essaie de dessiner, j'essaie de voir comment je peux agencer tout ça. Et petit à petit, voilà, j'arrive à quelque chose d'un peu plus structuré. Et là non plus, c'était pas moi qui dessinais, je faisais juste le découpage. Donc ça, c'est la version finale. Voilà, donc là, découpage, version finale, dessinée par Benjamin Mialet. Et là, c'est vraiment très plaisant parce qu'il dessine super bien, beaucoup mieux que ce que j'aurais dessiné. Oui. Et du coup, c'est assez plaisant de voir ces petits gribouillis se transformer en dessins super, super beaux. Donc voilà, là c'était une petite histoire en 4 planches. Mais et donc ça sort dans ta maison d'édition? Voilà, ça sort à Makisapa également. Et tu sors combien d'albums par an? En fait, habituellement, j'en sors pas beaucoup, j'en sors un ou deux, mais là, cette année, il y a eu Horror Humanum Est, à la fois What's in Town, celui-là, et Les Scientifiques Confinés qui étaient sortis juste avant. D'accord. Voilà. Et donc. Ça, c'est la Mongolie, mais c'est pas la bonne couverture. Voilà, c'est pas la bonne couverture. Et qu'est-ce qu'il y aura en couverture s'il n'y a pas une yourte? Alors déjà, c'est pas le bon ratio parce qu'il n'est pas carré. Je sais pas si vous avez remarqué. Les planches, elles sont pas carrées. Donc après, on pourra mettre une yourte en couverture aussi, hein, mais peut-être, comme on parle du côté un peu plus humain, peut-être qu'on mettra une anecdote un peu rigolote pour illustrer la couve, mais on ne sait pas encore. D'accord. N'en dévoilons pas trop. Tu as une idée sur la couverture, Charlotte? Non, c'est la dernière chose dont on a parlé quand on a fait notre dernière résidence, là, début septembre, c'était d'ailleurs. Non, on réfléchissait à quel type d'anecdote on pouvait avoir. Où j'étais peut-être un petit peu... en tout cas, où il y a de l'autodérision. Du coup, voilà. Est-ce que les Mongols font beaucoup d'autodérision? Énormément. Ils ne se prennent pas du tout au sérieux. Donc, ça fait beaucoup de bien. Même pour les... Et ils aiment beaucoup se moquer des autres, du coup. C'est vrai qu'au début... C'est pas de l'autodérision, ça. Non, voilà, du coup, ça peut être un petit peu rude au début. Voilà. Ah, le Mongol est rude. Hein. Du coup, je voulais montrer un petit peu les différentes façons qu'il y avait d'adapter. En fait, il y a des fois des dessinateurs. En fait, c'est une idée à la fois des dessinateurs et des scientifiques, ou de n'importe qui, de se dire que pour la vulgarisation scientifique, il y a du coup un scientifique et un dessinateur qui travaillent ensemble, et que le scientifique il va faire le texte et l'autre il va faire les dessins. En fait, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il y a énormément de façons de faire. En fait, il y a une façon par projet pratiquement. Donc voilà, j'ai noté de façon graphique les différentes façons, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment deux domaines, mais il y en a plutôt 4. Du coup, la connaissance, l'écriture, le découpage et le dessin. Et on peut avoir à peu près tout. C'est-à-dire, par exemple, pour Horror Humanum Est, le dessinateur a fait le travail de documentation, le travail de découpage, etc. Pour Darwin, du coup là c'est un scénariste, c'est pas un scientifique à la base, un scénariste qui fait un travail de documentation, de recherche, de scénarisation, de découpage, et le dessin. Bon, ça reste énormément de boulot, mais quand on arrive à l'étape du dessin, les choses elles sont assez claires. Voilà. Parfois, du coup, on part juste d'une entrevue qui dure une demi-heure ou 1 heure, et on peut faire plusieurs planches avec. C'est un peu ce que j'avais sur Les Mésaventuriers ou sur l'anecdote de What's in Town. Des fois, il y a 3 personnes. Pour la savane en ménage, par exemple, j'ai fait le découpage, mais c'est pas moi qui ai fait le dessin. Donc là, j'avais le rôle du milieu. Voilà, un peu l'intermédiaire entre le scientifique et le dessinateur. Donc pour la Mongolie, c'est un peu un mix, c'est-à-dire que Charlotte, elle participe davantage. Tu t'en fais plus quand même, là, je vois, pour la Mongolie. Ta part est beaucoup plus grande. Charlotte, elle a une toute petite part. Parce qu'elle ne fait pas le découpage, elle ne fait pas le travail graphique. Oui, mais elle était en Mongolie, elle.
Après, c'est dans la partie connaissance. Après, elle pourrait dessiner ça plus grande si elle faisait ce schéma, mais c'est moi qui le fais. Donc, Oui, c'est ça. En fait, j'assume une part absolument subjective. Je pense que si on demandait à Charlotte de redessiner ça, Eh bien, on en a parlé juste avant. Vas-y, continue, pardon. Et des fois, en fait, le scientifique, il fait tout lui-même. En disant bon c'est pas grave si je sais pas très bien dessiner, je raconte mon histoire en monomaton et ça va très bien. Et comme exemple j'ai XKCD que vous connaissez peut-être et qui est c'est que des bonhommes matons et ça marche très très bien comme ça. En fait oui sur la Mongolie en fait je me suis fait une part grande, mais c'est aussi que là par exemple je pourrais très bien justifie-toi, vas-y. Je pourrais très bien en fait donner tous les dessins que j'ai faits à un autre dessinateur, mais dans ce cas-là, si je m'ai fait moitié sur oui. les tâches réalisées, bah, du coup, où est-ce que je serais en tant que au niveau du découpage? Éditeur. Non, mais je pense qu'en fait, ce qui induit en erreur, c'est peut-être du coup la taille de la Oui, connaissance. la taille. Puisque pareil, la connaissance, on peut la diviser. Il y a le moment où on collecte les données, puis le temps où on les digère et on les synthétise. Parce qu'en fait, ce que je donne comme matière à Jim, c'est des années tout à fait. de connaissances et de travail, en fait, de formalisation de ces connaissances-là aussi. En fait, là, la taille, c'est juste parce que j'avais 4 parties et que j'ai découpé en 4. Je plaisantais, hein, tu peux prendre... Non, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que moi, il y a des sujets aussi que je maîtrise, même sur la Mongolie, que je maîtrise moins bien que d'autres, parce que des choses sur lesquelles je travaille depuis 10 ans et d'autres sur lesquelles je travaille depuis moins longtemps. Et on le sent aussi tout de suite sur certaines doubles pages. Par exemple, on retarde le moment sur lequel on va aller travailler parce que je sais que je vais être un tout petit peu moins à l'aise. Sur la musique, notamment par exemple, sur la musique, je ne suis pas du tout une spécialiste de certains instruments, donc il va falloir peut-être que je bouquine un petit peu pour compléter mes connaissances. Alors que sur le cheval, par exemple, il n'y a aucun problème. Je fais ça sans avoir besoin de rien vérifier ou lire. Donc il y a ça aussi qui fait que, parce qu'on maîtrise très bien un sujet depuis longtemps, c'est plus facile de fournir de la matière. Merci, Charlotte. Oui, c'est pas du tout en rapport avec la quantité de travail. Par exemple, Cédric, qui a tout fait sur l'Aurore Romanum Est, il a passé, je crois qu'il a passé 1 an à faire le travail de documentation et le travail de découpage, il a fait en 2-3 mois, quoi. Donc en fait, c'est juste que pour moi c'était des parties différentes. Alors après, bon, de toute façon, on peut changer les intitulés, hein, dire. Et puis des fois, il y a des choses. Là, par exemple, Charlotte, c'est sa propre expérience, mais des fois, en fait, pour Darwin, par exemple, Fabien a utilisé des livres, des récits de voyage, des documentaires. Donc forcément, le processus est un petit peu différent. Un médiateur de plus. Une yourte. Voilà, c'est tous les thèmes. Comment j'ai mangé mon chameau. Bien, ça promet sur la Mongolie. Est-ce que tu as tout dit sur les éditions Makisaka? Makisapa. Makisapa. Non, du coup, c'est une petite maison d'édition qui est à Angoulême. Et c'est vrai qu'on fait beaucoup de livres qui sont un petit peu en rapport avec les sciences, parce que en fait, moi, à la fois, ça m'intéresse, et à la fois, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau-là, parce que le public, ça l'intéresse beaucoup d'apprendre des choses de façon un peu ludique. Et il y a des DVD sur la science qui t'ont plu récemment? Alors, récemment, dans la combi de Thomas Pesquet, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est assez classique, hein, c'est un blockbuster, mais pour le coup, c'est un bon blockbuster. Et je suis content d'avoir des tirages à 300 000 exemplaires qui sont aussi qualitatifs. Oui, parce que Manon Montaigne avec Tu mourras moins bête, c'est une très bonne BD scientifique. Ah ouais, c'est sûr. Alors, c'est compliqué parce qu'à chaque fois que je discute 5 minutes de vulgarisation scientifique avec quelqu'un, il me parle toujours de Marion Montaigne, mais c'est vrai qu'elle est incontournable. Mais il y a
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de façons d'approche. Ouais, elle aborde le processus scientifique de manière très humoristique, mais il y a un décalage qui fait Oui, que c'est intéressant. tout à fait. Et voilà, donc elle, par exemple, dans le diagramme, voilà, elle fait pas mal l'écriture, le découpage, voilà, et les scientifiques qui sont plus là en tant que consultants, même Thomas Pesquet, elle a eu voilà, il y a quelques entrevues avec lui. Ouais. Et il y a quand même le professeur Moustache. Et toi, Charlotte, il y a des bandes dessinées scientifiques qui t'ont plu récemment? Moi, j'aime beaucoup Maria Montaigne. Et j'ai aussi beaucoup aimé, effectivement, dans la combi de Thomas Pesquet, mais aussi parce que il s'agissait de prendre aussi le parcours d'un scientifique et de voir aussi comment s'entremêlent ses expériences personnelles avec la production de la science. Ouais, puis elle a une façon d'amener de l'humour, de l'absurde et de l'expressivité. Avec un dessin très ah schématique. ouais, avec un dessin super expressif. C'est super. Et puis sinon, en tant qu'anthropologue, incontournable, c'est Alessandro Pignocchi, donc, qui a été en Amazonie, qui a fait donc une bande dessinée qui est retournée donc, sur le terrain de Philippe Descola, grand anthropologue, pour voir ce qu'étaient devenus les gens des années après. Et puis surtout, il a écrit une trilogie où il imagine donc des anthropologues amazoniens qui viendraient étudier les ruines de la civilisation industrielle occidentale comme un anthropologue. Donc c'est assez drôle, c'est très très bon. C'est publié chez qui? Parce que j'ai pas lu. Semkis, ah oui, d'accord. Merci Brice. Et moi, j'aime aussi, dans un domaine qui n'a rien à voir, À boire et à manger. De Guillaume Long, oui. Et je trouve que c'est plus cuisine là quand même. Oui, c'est à fond cuisine, mais en fait, finalement, que ce soit histoire, anthropologie, cuisine, en fait, c'est toujours prendre des thèmes et les rendre intéressants au lecteur. Oui, non, mais j'ai pas. En fait, moi, mon métier juste avant, c'était storyboarder, et c'est exactement les mêmes problématiques, et je pense que ça m'a beaucoup servi pour mes aventuriers et ce qui a suivi. Oui, on voit bien que tu es très calé en découpage pour aller vite, savoir comment raconter une. Oui, voilà. En fait, c'est du coup le storyboard. Donc, je sais pas si les gens ils situent à peu près. Quand on a un dessin animé, les dessins préparatoires qui indiquent un peu la mise en scène. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir que les gens y comprennent. Si les gens ils comprennent pas, ça sert à rien d'aller plus loin, ça sert à rien de complexifier. Donc voilà, que ce qu'on fait, ça soit compréhensible et que ce soit expressif. Et on fait tout pour que ce soit expressif, compréhensif, expressif, compréhensif. Ouais. On voit bien dans ton dessin, c'est expressif et compréhensible. Ah ben merci. Charlotte, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Nous aussi, il y aura de la cuisine. C'est vrai, des recettes. mongoles. Du yak ou du mouton, du gras. Du gras, beaucoup de gras, oui. Tati Charlotte va nous expliquer les rudiments de la cuisine mongole. Ça pour la prochaine fois. Eh bien, merci Jim, merci Charlotte. Et on va voir s'il y a des questions dans la salle. Ah pardon, tu veux prendre le... Ah ben voilà. On coupe la parole, c'est la censure. Bonjour, moi j'ai une question pour Charlotte. Je voulais savoir, quand vous avez choisi le support bande dessinée pour la vulgarisation, est-ce que l'humour, c'était indispensable? Vous vouliez absolument que la vulgarisation scientifique passe par un dessin humoristique ou une bande dessinée humoristique? Alors oui, mais parce que j'aime l'humour d'une manière générale, et donc j'en ai aussi beaucoup glissé dans ma thèse, par exemple. Donc j'ai fait des jeux de mots dans les titres, caché des références. J'aime toujours faire ça. Donc oui, pour moi, c'était absolument incontournable. Mais aussi parce que ça permet aussi de rendre compte d'une certaine ambiance qui règne aussi là-bas, hein, où vraiment l'humour, encore une fois, les Mongols sont vraiment énormément dans l'autodérision et la dérision aussi des autres. Hein, et on baigne vraiment dedans au quotidien.
D'autres questions, d'autres remarques par rapport à la BD et la science? Mongol. D'autres questions? Moi, j'aurais une question pour toi, Jim. Est-ce que quand on te fait des propositions de sujets ou de thèmes, tu te dis ça, c'est pas possible à mettre en bande dessinée, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de limite? S'il y a quand même des limites. Là, je vais vous donner un exemple justement. L'année dernière, j'ai été approché par je sais plus quelle association. Et en fait, ils avaient un projet. Voilà, ils voulaient faire une BD. Ils avaient un certain budget qui permettait pas de faire une très longue BD. Et ils voulaient traiter énormément de thèmes. Donc à la fois de la vulgarisation sur ce qu'ils étudiaient, sur la vie du laboratoire, sur un peu le processus. Enfin, bref, il faut faire des choix au départ. Et en fait, vouloir mettre tous les thèmes en même temps, c'est un peu comme faire un sandwich menthe, saucisson, camembert, andouillette, je sais pas, foie gras, enfin, saucisse frites. Au bout d'un moment, on reconnaît plus rien et ça a plus goût de rien. Donc il faut prendre un aliment et le faire à l'italienne, voilà, un bel aliment et qui ait du goût, quoi. Rester simple. Donc là, par exemple, c'était très compliqué parce qu'ils avaient déjà un peu une idée de l'écriture. Je pense que pour leur projet, au lieu de chercher une BD, peut-être ça aurait été mieux de chercher de l'illustration avec un texte qu'ils avaient déjà fait, ou alors de chercher non pas un dessinateur, mais de chercher plutôt un scénariste et de voir comment de lui laisser le champ pour qu'il puisse simplifier, adapter au langage qui est la bande dessinée, qui c'est pas quelque chose de très dense. En fait, on m'a fait remarquer parfois que j'avais beaucoup de textes dans ma BD Les Aventuriers de la Science. Et en fait, il y a peut-être un paragraphe par page à peu près, quoi. C'est-à-dire c'est rien du tout. On écrit un mail, et on a de quoi faire quatre planches, quoi. Donc, quand on nous envoie un document qui fait 14 pages et si on nous dit il faut adapter tout ça en BD et puis voilà, point barre, là c'est pas possible. Le langage BD est très visuel et ça permet pas de laisser autant de place à du texte, quoi. Le texte doit accompagner l'image. Voilà, je sais pas si ça répond à la question. Voilà, c'est un équilibre texte-image. Sur toi, c'était pour savoir quel logiciel tu utilises pour le dessin. Alors, j'utilise Photoshop. Après, je suis pas sûr de rester sur Photoshop à long terme. Peut-être que j'essaierai peut-être à un moment donné Procreate sur tablette. J'ai beaucoup d'amis qui dessinent là-dessus, ça se passe assez bien. Et l'avantage, on peut être un peu plus mobile. Par exemple, c'est ce que Benjamin a utilisé pour la BD du témoignage d'Aurélien là, qu'on avait vu plus haut. Là. Non, c'était pas sur Darwin, c'était voilà. Voilà, en fait, ça peut être intéressant de dessiner de façon un peu plus nomade, et comme je suis assez nomade, voilà, ça tombe bien pour la Mongolie. Mais là, pour l'instant, en fait, je suis tellement habitué à Photoshop, ça fait 15 ans que j'utilise le logiciel, je connais tous les raccourcis clavier, donc ça me prend trop de temps de réapprendre un logiciel au départ. Et sinon, la suite Affinity aussi, elle est intéressante, mais bon. La conclusion.
Sauf si vous avez encore un mot à dire, Jim et surtout Charlotte, parce que finalement, Jim a beaucoup plus parlé que toi. C'est normal, un petit peu plus légitime que moi sur cette thématique. Non, mais c'est parce qu'on a, on n'a pas encore sorti la BD sur la Mongolie. Eh bien, on l'attend avec impatience déjà. Eh bien, je vous remercie Jim, Charlotte, et puis je vous remercie tous. Et puis, vous avez des albums à dédicacer au cas où? Oui, on a. Charlotte a 2 livres et moi aussi. Donc, Mais du coup, c'est pas de la BD, hein. C'est des petits proverbes mongols illustrés par de la calligraphie. Est-ce qu'il y a de l'humour dedans? Est-ce qu'il y a, pardon? De l'humour. Ah, il y a toujours de l'humour chez les mongols. Et bien sûr, nous remercions l'espace Mendes France et qui nous a accueillis pour cette première rencontre de 9e art en Vienne. La prochaine pour 9e art en Vienne, ça sera quand et où? Ça sera bientôt. Eh bien, merci à tous. merci. Merci à vous.